La matinée commença par une légère brume qui recouvrait St. Mary Mead, un voile argenté qui adoucissait même les ragots les plus acerbes. Dans la rue principale, les commerçants ouvrirent leurs portes. L'odeur des pâtisseries et des produits d'entretien se mêlait, et l'horloge de l'église sonnait les heures, avec son sérieux habituel. Tout semblait normal dans le village, à l'exception peut-être de la maison située au bout de Old Mill Lane. Elle se dressait derrière des ifs taillés et un portail en fer qui avait récemment commencé à grincer, comme s'il refusait d'être ouvert. Mademoiselle Marple, assise près de la fenêtre de son salon, remarqua cette grille ce matin-là. Elle avait vu un garçon de la poste y livrer une enveloppe couleur crème, avec un cachet inconnu. Il s'était attardé étrangement, regardant fixement la porte d'entrée avant de se retirer, comme si la maison elle-même l'observait. Ce genre de choses attirait l'attention de Mademoiselle Marple, non pas par curiosité précisément, mais à cause du léger déséquilibre qu'elle créait dans son image du village. Les gens se comportèrent de manière cohérente jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus, et chaque incohérence murmurait une histoire. Old Mill House était vide depuis des années, depuis la mort du colonel Harbottle et la vente qui avait suivi, dont personne ne croyait vraiment qu'elle avait eu lieu. Pourtant, il y a 3 semaines, des lumières avaient été aperçues aux fenêtres supérieures. Les rideaux étaient tirés. La silhouette d'une femme avait été vue 1 ou 2 fois. On disait qu'il s'agissait d'une veuve venue de Londres, mais selon les tables de thé consultées, on ne savait pas si elle était récemment veuve ou simplement célibataire par choix. À 10 heures, la rumeur avait déjà atteint le salon de Madame Price Ridley. Elle considérait qu'il était de son devoir de recevoir et de diffuser les informations du village, en filtrant chaque rumeur à travers son propre tamis moral. « Bien sûr, dit-elle à Madame Bantry et à Mademoiselle Hartnell, devant une assiette de gâteau aux graines. La nouvelle locataire n'a pas besoin de se cacher, à moins qu'elle n'ait quelque chose à dissimuler. On m'a dit qu'elle recevait du courrier masculin, des enveloppes fines, dactylographiées. Le mot « dactylographié » portait en lui-même une accusation. Mademoiselle Marple, qui arriva quelques minutes plus tard, avec son sourire discret et ses gants de laine bleue soigneusement pliés dans une main, accepta une tasse de thé et écouta sans porter de jugement apparent. Son regard s'attarda un instant sur la fenêtre, où la brume se levait et où l'on pouvait apercevoir la silhouette de Old Mill House à travers les haies. « Il faut se rappeler, dit-elle doucement, que les veuves de Londres préfèrent de souvent ne pas être regardées. J'imagine qu'il est plutôt reposant de vivre parmi des gens qui se contentent de spéculer. » Madame Bantry gloussa. « Reposant ? Oui, mais elle a déjà donné au village de quoi alimenter les ragots. Annie Webb dit qu'une malle a été livrée par camion hier soir. Une malle lourde qui plus est. Les hommes l'ont emportée à l'arrière. Ce doit être du linge, déclara Madame Price Ridley. Une femme de Londres n'en apporte jamais assez. Je parie que les mythes ont tout dévoré. Mais Mademoiselle Hartnell se pencha en avant et baissa la voix. Le linge ne fait pas de bruit, Price Ridley. Annie jure avoir entendu du métal. La remarque resta en suspens comme un courant d'air provenant d'une porte entr'ouverte. Mademoiselle Marple remua son thé avec une lente précision, remarquant à quel point le silence s'épaississait toujours après une rumeur vraiment prometteuse. Puis elle changea de sujet pour parler des roses. Il ne fallait pas, pensait-elle, laisser les ragots mûrir trop tôt. Les fruits cueillis verts ne conservaient jamais leur saveur. Dans l'après-midi, l'affaire s'était répandue au-delà des salons. À l'épicerie, Madame Hicks raconta au garçon boucher que la nouvelle locataire d'Old Mill House avait payé ses courses en espèces, avec des billets neufs, aussi frais que s'ils sortaient de la banque. À la poste, Mademoiselle Crampton remarqua que cette même femme envoyait des lettres avec des timbres étrangers. Paris, Vienne, Lisbonne. On ne sait jamais, dit-elle d'un ton sombre, qui peut surveiller notre courrier. Mademoiselle Marple
qui revenait du cimetière avec un bouquet de marguerites, entendit juste assez pour être troublé. Non pas par la conversation, mais par sa rapidité. Les villages, songea-t-elle, avaient leur propre climat, la température de la curiosité, la pression barométrique du scandale. Et quelque chose dans ce climat avait changé du jour au lendemain. Ce soir-là, alors que le brouillard revenait se poser sur les toits de chaume, une lampe de calèche brillait à travers la haie près de Old Mill House. Le révérend Clément, qui passait par là pour se rendre à l'office du soir, vit pour la première fois la nouvelle locataire. Elle se tenait près du portail et parlait à un homme vêtu d'un manteau sombre. Leurs paroles étaient trop faibles pour être entendues, mais le geste de sa main, rapide, presque implorant, le fit s'arrêter. Il souleva son chapeau avec courtoisie et poursuivit son chemin, troublé, sans savoir pourquoi. Mademoiselle Marple en entendit parler dans l'heure qui suivit, par Madame Clément, qui décrivit la scène avec la sérénité et la minutie d'une femme de pasteur consciente de son devoir de narration. Elle avait l'air très raffinée, conclut Madame Clément. Néanmoins, on ne fait pas de tels gestes à des hommes dans les ruelles après le crépuscule. Cela donne une mauvaise impression. Cela dépend, dit Mademoiselle Marple en posant sa tasse de thé, de l'impression que l'on souhaite donner. L'horloge sur la cheminée faisait tic-tac entre eux. Dehors, un chien aboya une fois, puis se tut. Au loin, le bruit d'un moteur de voiture s'éloigna vers la route principale. C'était une soirée ordinaire à St. Mary Mead, si ordinaire que son calme semblait délibéré, comme si tout le village retenait son souffle entre deux événements. Plus tard, alors que Mademoiselle Marple se préparait à se coucher, elle tira les rideaux et regarda vers Old Mill House. Une seule lumière brillait derrière la fenêtre du haut, faible mais constante. Elle pensa à la lettre scellée livrée ce matin-là, à la lourde malle, au murmure du métal. Tout cela ne signifiait encore rien, mais elle avait appris depuis longtemps que la plupart des tragédies commençaient par des bavardages insignifiants. Le moindre geste, répété ou déplacé, pouvait ouvrir la porte à la ruine. Elle éteignit sa lampe, mais le sommeil ne vint pas facilement. Quelque part dans son esprit, une question se forma et attendit, comme le tic-tac d'une horloge qui aurait manqué son carillon. La faible lumière provenant de Old Mill House persistait dans les pensées de Mademoiselle Marple le lendemain matin, même si elle aurait nié y accorder beaucoup d'importance. Elle savait qu'il valait mieux observer ce genre de choses de loin, sans jamais les regarder directement. Le brouillard s'était levé pendant la nuit, laissant le village propre et animé. Les gens se dépêchaient avec l'air de ceux qui croyaient avoir un endroit important où aller, même si ce n'était que chez l'épicier pour échanger des potins. À la porte de l'église, Madame Price Ridley était déjà postée, armée de son ombrelle, et d'une sorte de vigilance morale qui passait pour de la charité. Son expression s'illumina lorsque Mademoiselle Marple s'approcha, même si cette illumination avait la fragilité du givre. « Ah, chère Mademoiselle Marple, vous êtes au courant, bien sûr ?» Mademoiselle Marple marqua une pause délicate. « Je suis rarement au courant aussitôt que les autres, ma chère. Cela me laisse le temps de voir comment les choses évoluent. » Madame Price Ridley se pencha vers elle, baissant la voix pour lui faire part d'une révélation. « Il y a eu un accident cette nuit, à Old Mill House. Le policier est venu 2 fois ce matin. Il s'agit d'un homme retrouvé près du mur du jardin. Les mains gantées de Mademoiselle Marple reposaient tranquillement sur son sac à main. Retrouvé? Inconscient, je crois. Ou, enfin, qui ne réagissait pas. Le dernier mot fut prononcé avec un léger plaisir. Bien sûr, personne ne sait vraiment qui il est. Il n'est pas d'ici. Un étranger, selon toutes les informations. Ce dernier mot avait toujours beaucoup d'impact à St. Mary Mead. Étranger. Cela pouvait signifier criminel, adultère
ou simplement quelqu'un qui préférait ne pas rejoindre l'union des mères. Lorsque mademoiselle Marple arriva au presbytère, les détails s'étaient déjà multipliés. Madame Clement l'accueillit à la porte, un peu agitée. « C'est terrible, Jane. Arthur dit que l'homme est encore en vie, mais blessé. Ils ont appelé le docteur Haydock. Apparemment, il a été frappé à la tête et est tombé, mais je suppose qu'on ne tombe pas proprement contre un mur de briques. » Mademoiselle Marple retira son chapeau avec une douce précision. « Non, on tombe généralement là où le sol le permet. » Elles se rendirent dans le bureau du vicaire, où se mêlaient l'odeur de la fumée de pipe et celle des feuilles de cantique. Le révérend Clément se tenait près de la fenêtre, troublé. « C'est le même homme que j'ai croisé hier soir, » dit-il. « Celui qui portait un pardessus. J'ai reconnu sa silhouette quand ils l'ont transporté à l'intérieur. Pauvre diable. Qui qu'il soit, il a pris un sacré coup. » Mademoiselle Marple, posant ses gants sur l'accoudoir d'une chaise, dit doucement « Et la dame? La locataire ?»« Madame Fenner, comme elle se fait appeler. Calme, mais trop calme. Elle a prétendu ne l'avoir jamais vue auparavant, mais, eh bien, elle semblait plus effrayée que surprise. » Madame Clement fronça les sourcils. « Arthur, j'aimerais que tu ne présumes pas du pire. Cette pauvre femme est seule. N'importe qui serait alarmé de trouver un homme à moitié mort sur sa propriété. »« Bien sûr, ma chère, » dit le vicaire avec la douceur acquise par une longue pratique. « Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle l'a reconnu. Sa voix tremblait quand elle l'a nié. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Les voix tremblent pour de nombreuses raisons, monsieur Clement. Parfois à cause d'un souvenir plutôt que d'un sentiment de culpabilité. » Elle déclina leur offre de thé et ressortit dans la ruelle. Le soleil était plus haut maintenant, et des enfants s'étaient bien rassemblés près du portail de Old Mill House, leur curiosité aussi débridée que leur manière. Un agent de police se tenait près de l'entrée, le jeune Barnes, récemment transféré de Much Benham. Il était sérieux, les oreilles roses, déterminé à avoir l'air autoritaire. « Bonjour, monsieur l'agent, » dit mademoiselle Marple d'un ton aimable. « J'ai entendu dire qu'un malheureux incident s'était produit. » Il se redressa aussitôt. « En effet, mademoiselle, une agression, très probablement. Le médecin dit que le crâne de l'homme est fracturé. Nous avons prévenu l'inspecteur, mais je ne pense pas que le type en dira beaucoup. Il est toujours inconscient. » Mademoiselle Marple acquiesça avec compassion. « Et madame Fenner ? Elle se montre coopérative, madame. Trop coopérative, si vous voulez mon avis. Elle n'a cessé de nous offrir du thé pendant que nous fouillions le jardin. De la belle porcelaine. Elle a dit qu'elle lisait près du feu et qu'elle n'avait rien entendu jusqu'à ce qu'elle aperçoive quelque chose de sombre près de la haie ce matin. » Mademoiselle Marple regarda la haie en question. Les feuilles étaient abîmées, la terre humide piétinée par des pas précipités. Une tasse de thé cassé gisait à moitié cachée dans l'herbe, son motif floral maculé de terre. De tels détails n'avaient guère d'importance pour la plupart des gens. Mais pour mademoiselle Marple, ils étaient comme les mots d'une langue à moitié oubliée, encore lisibles si l'on avait la patience de les déchiffrer. « Elle a des domestiques ?» demanda-t-elle. « Seulement une femme de ménage, madame Hill. Elle vient le matin. Elle dit que la dame reste chez elle. Elle la paie régulièrement, cependant. »« Elle a un petit accent, » dit madame Hill. « Ce n'est pas un accent étranger, mais ce n'est pas tout à fait celui de Londres non plus. » Mademoiselle Marple le remercia et continua son chemin. La ruelle serpentait doucement entre les haies, silencieuse à l'exception du roucoulement des pigeons ramiers. Elle pouvait sentir le village réfléchir derrière elle, son esprit collectif tournant comme une horloge qui prend de la vitesse. Tout le monde en parlait maintenant, reliant des bribes de rumeurs à des scandales à moitié oubliés. À l'épicerie, elle en eut la confirmation. Madame Hicks chuchotait avec la femme du boucher lorsque mademoiselle Marple entra, et toutes deux se tournèrent vers elle, le visage radieux, pour la saluer. « Vous êtes au courant, bien sûr.
commença Madame X avec empressement. Et dire que hier encore, je lui vendais de la farine, de la bonne farine blanche. Elle disait qu'elle faisait des gâteaux pour une personne. Cela devait être avant la visite de son invité, dit Mademoiselle Marple en examinant un étalage de pommes. Oh, vous pensez qu'elle l'attendait? Mademoiselle Marple sourit doucement. Les gens font rarement des gâteaux s'ils n'attendent personne. Madame Hicks semblait indécise, partagée entre l'admiration et le malaise. Eh bien, si elle l'attendait, cela ne s'est pas bien terminé. Non, dit Mademoiselle Marple doucement. Les choses se terminent rarement bien quand elles commencent en secret. En fin d'après-midi, l'inspecteur Craddock arriva de Much Benham. Grand, prudent, avec l'air de quelqu'un qui réprime constamment son impatience, il se rendit d'abord au presbytère, puis à la maison elle-même. Mademoiselle Marple, qui le connaissait pour l'avoir rencontré lors d'affaires précédentes, observa depuis son jardin le passage de sa voiture. Elle trouva curieux que la vérité et la respectabilité rendent toujours les voisins mal à l'aise, chacun faisant semblant de ne pas voir les failles de l'autre. À la tombée de la nuit, le calme revint de manière presque théâtrale. Le policier était parti, les enfants renvoyés chez eux, le portail refermé. Mais la tranquillité semblait désormais plus fragile, comme un tissu trop tendu. À la lumière de la lampe de son salon, Mademoiselle Marple était assise, tricotant et réfléchissant, non pas au crime, mais au caractère. Les deux étaient rarement dissociables. Elle se souvint de la tasse de thé cassée, de la haie abîmée, du calme de la femme, des oreilles roses du policier. Des fragments de comportements humains, ordinaires pris séparément, mais collectivement, troublants. Quelque part entre eux se trouvait le mobile, encore invisible, mais se formant tranquillement comme du givre. L'horloge sur sa cheminée hésita à nouveau entre deux tic-tac, la même petite pause qu'auparavant. Elle leva les yeux, s'attendant presque à entendre un bruit provenant de la rue. Au lieu de cela, elle entendit un coup à la porte, doux, incertain et tout à fait inattendu à cette heure-là. Le coup retentit à nouveau, un peu plus fort cette fois, comme si quelqu'un ne savait pas s'il était attendu, mais ne voulait pas repartir sans réponse. Mademoiselle Marple posa son tricot et se dirigea tranquillement vers la porte. La lumière de la lampe de son salon éclaira le couloir lorsqu'elle l'ouvrit, révélant l'agent Barnes, casquette à la main, l'air à la fois impatient et désolé. « Je suis désolé de vous déranger, mademoiselle », commença-t-il en changeant de position. « L'inspecteur Craddock m'a demandé de venir vous chercher, si vous n'étiez pas encore couché. Il est de nouveau à Old Mill House. Il semble qu'il ait besoin de votre avis sur quelque chose. » Mademoiselle Marple le regarda avec une légère surprise qui ne se reflétait pas dans ses yeux. « À cette heure-ci, l'inspecteur est très énergique. »« Oui, mademoiselle. Il a dit que cela ne pouvait pas attendre demain matin. » Elle prit son châle, dont la laine douce sentait légèrement la lavande, et le suivit dans la ruelle silencieuse. Le brouillard était revenu en minces rubans, qui reflétaient la lumière de la lanterne du policier, rendant chaque pas étrangement étouffé. De la direction de Old Mill House provenait un murmure de voix masculine, sèche et officielle, adouci par la distance. En franchissant le portail, Mademoiselle Marple remarqua que la maison semblait plus grande qu'à la lumière du jour. Les fenêtres brillaient faiblement, les rideaux tirés sauf un où l'ombre de l'inspecteur bougeait. Craddock la rencontra à la porte, l'air courtois mais déterminé. « Je vous suis reconnaissant d'être venue, mademoiselle Marple. Il y a une affaire qui ne me semble pas tout à fait claire, et je préfère avoir votre avis avant de la consigner dans le rapport. » Elle inclina doucement la tête. « Je suis toujours heureuse d'examiner les affaires qui ne semblent pas claires, inspecteur. C'est souvent là que se cache la vérité. » Il fit un geste vers le salon. « Nous avons trouvé quelque chose. Dans la poche du manteau de l'homme blessé, il y a une clé, petite
ancienne. Elle n'appartient pas à cette maison. Et la dame, Madame Fenner, ni l'avoir jamais vue auparavant. Mademoiselle Marple l'examina là où elle reposait sur un mouchoir posé sur la table polie. La clé était en effet ancienne, en laiton, légèrement usée au niveau des dents, avec un morceau de ruban bleu noué à la boucle. Elle la souleva délicatement. « Un ruban de femme » murmura-t-elle. « Ou d'homme, s'il avait une raison de dissimuler ses sentiments. » Cradock sourit faiblement. « Vous arrivez toujours à rendre même le métal suspect, mademoiselle Marple. » Elle reposa la clé sur le tissu. Le métal, comme les gens, inspecteur, en révèle souvent plus par ce qu'il résiste que par ce qu'il cède. Madame Fenner entra alors, pâle mais calme, vêtue d'une robe de chambre grise. Ses cheveux noirs, désormais détachés, lui donnaient l'air d'un portrait inachevé. Elle se tenait droite, même si ses mains tremblaient légèrement. « Je crois comprendre que vous souhaitiez me revoir, inspecteur. » « Juste quelques précisions, madame. » Cradock lui indiqua une chaise, mais elle resta debout. « Vous avez dit que vous n'aviez jamais vu cette clé. En êtes-vous tout à fait sûr ?» Elle la regarda, son expression se durcissant de manière presque imperceptible. « Tout à fait. Je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas cet homme et je ne peux pas expliquer pourquoi il était ici. Je n'ai rien entendu avant le matin. » La voix de mademoiselle Marple était douce. « Pardonnez-moi, ma chère, mais on se demande, si vous n'avez rien entendu, comment avez-vous su qu'il fallait regarder dehors ?» Madame Fenner se retourna, surprise. « Parce que le laitier a crié. Il a vu quelque chose près du mur. » Cradock acquiesça. « Cela correspond à ce qu'il nous a dit, mais c'est tout de même étrange. Nous avons trouvé des traces près de la porte arrière, comme si quelqu'un avait essayé d'entrer. Le loquet est légèrement tordu. Pour la première fois, son sang-froid vacilla. Alors c'était peut-être un cambriolage. J'ai des bijoux à l'étage, rien de grande valeur, des objets de famille. » Mademoiselle Marple l'observa tranquillement. Les objets de famille ont parfois une grande valeur pour la mauvaise personne. Les yeux de Madame Fenner clignèrent, et dans ce mouvement fugace, quelque chose d'inexprimé passa entre elles, une ombre de reconnaissance, rapidement voilée. Puis elle dit, trop rapidement, « Vous pensez que cet homme est venu me voler? Vous vous trompez. Je n'avais rien qui valait la peine d'être volé. » Cradock prit une brève note dans son carnet. « Le médecin est avec lui en ce moment. Il dit qu'il est toujours inconscient, mais qu'il pourrait se réveiller avant le matin. Si c'est le cas, nous saurons bientôt s'il est venu pour voler ou pour rendre visite. » Mademoiselle Marple murmura, « ou pour se souvenir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme le faible tintement d'un verre invisible. Cradock la regarda avec une légère exaspération. « Tous, vous voulez dire quelque chose par là, je suppose. Seulement que les personnes qui se présentent à votre porte après la tombée de la nuit viennent rarement pour oublier. » Elle partit peu avant minuit, escortée à nouveau par Barnes. L'air extérieur était devenu plus froid, transportant la douceur légère de la terre humide et l'odeur plus âcre de quelque chose qui avait été dérangé. Pendant qu'il marchait, Barnes dit avec sérieux, « Pensez-vous qu'elle cache quelque chose, mademoiselle ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Nous cachons tous quelque chose, agent. La question est de savoir si cela vaut la peine d'être découvert. » Elle dormit peu. Le matin arriva pâle et humide, avec des nuages bas qui semblaient peser sur les toits du village. Au moment du petit déjeuner, la nouvelle s'était répandue dans tout le village. L'inconnu avait repris conscience. Il parlait, faiblement disait-on, mais suffisamment pour faire sensation. Mademoiselle Marple reçut l'information de la postière elle-même, qui lui apporta sous prétexte de lui livrer un colis. « Il a prononcé un nom », annonça mademoiselle Crampton, essoufflée. « Ou essayez, ça ressemblait à Elsa. » Puis il s'est évanoui à nouveau. « Qui est Elsa, mademoiselle Marple ?»« Peut-être une sœur, » répondit mademoiselle Marple d'un ton doux. «
bien que son regard se soit perdu dans le lointain, ou quelqu'un qu'il voulait avertir. À midi, l'inspecteur Craddock avait rappelé, cette fois au cottage de mademoiselle Marple. Son expression était plus troublée qu'auparavant. Le type a repris connaissance, oui, mais son esprit n'est pas clair. Il prétend qu'il allait rencontrer une femme qu'il connaissait autrefois. Il insiste sur le fait qu'elle vit à Old Mill House. Il dit qu'elle lui doit quelque chose. Puis, il s'est évanoui à nouveau. Le médecin pense qu'il ne passera pas la journée. Mademoiselle Marple lui servit du thé en y ajoutant précisément du lait. « Les gens aiment tellement parler avant de mourir », observa-t-elle. Parfois avec plus de sincérité qu'ils n'en ont montré de leur vivant. Craddock soupira. « On dirait que vous vous y attendiez. » Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où la brume s'accrochait faiblement à la vitre. Dans les villages, inspecteur, rien ne se produit jamais pour la première fois, seulement de manière légèrement différente. Après son départ, mademoiselle Marple s'assit avec son tricot, mais elle ne fit guère de progrès. Ses pensées vagabondaient vers ce ruban bleu attaché à la clé. Un gage, peut-être, ou le souvenir de quelque chose qui, autrefois doux, avait tourné à l'aigre. Les apparences et la vérité, comme elles coïncidaient rarement. Une femme pouvait revendiquer la solitude tout en restant entourée de fantômes. Alors que le crépuscule tombait à nouveau, on entendit une calèche sur la route, ses roues crissant sur le gravier. Elle s'arrêta près de Old Mill House. De sa fenêtre, mademoiselle Marple vit une silhouette descendre. Une femme, vêtue d'un manteau de voyage sombre, qu'elle ne connaissait pas. Elle fut accueillie à la porte par madame Fenner, qui la conduisit rapidement à l'intérieur. La porte se referma derrière elle. L'horloge sur la cheminée de mademoiselle Marple fit tic-tac, une fois, deux fois, puis s'arrêta comme pour écouter. Dans le silence qui suivit, elle crut entendre des voix faibles portées par le vent, aiguës, pressantes, qui se terminaient dans le silence. Le silence qui suivit ce faible cri provenant de la maison du vieux moulin fut bref, mais lourd, comme si la nuit elle-même avait retenu son souffle. Mademoiselle Marple, toujours à sa fenêtre, regarda jusqu'à ce que la lumière de la lampe derrière les rideaux s'éteigne. La ruelle au-delà fut à nouveau engloutie par la brume, ne laissant que le bruit du gravier qui se déposait là où se trouvait la calèche. Elle attendit, à l'écoute, mais rien ne suivit. Aucun cri, aucun bruit de pas précipité. Seulement le silence et la certitude que le silence était souvent synonyme de dissimulation. Le lendemain matin, le temps était pâle et instable. À 8 heures, St. Mary Mead était en effervescence. La femme au manteau de voyage, inconnue et inattendue, avait été vue par le jardinier de Madame Bantry, qui affirmait qu'elle était arrivée de mauvaise humeur et était repartie en larmes. Cependant, les habitants du village, toujours pratiques dans leur inventivité, se divisèrent rapidement sur la question de savoir si elle était réellement partie. À sa table du petit déjeuner, mademoiselle Marple ne lut rien de tout cela dans le journal, bien sûr, mais dans les petits détails du village lui-même. Les pas rapides à l'extérieur, les conversations qui s'arrêtaient à son passage, les regards précipités de la postière, qui n'avait déjà posté que des spéculations. Elle était en train de plier sa serviette lorsqu'on frappa à nouveau à la porte, cette fois-ci de manière plus professionnelle. L'inspecteur Craddock entra, laissant derrière lui l'odeur du matin, un léger parfum de haies humides et de détermination. « J'ai pensé que vous voudriez connaître les dernières nouvelles, » dit-il en retirant son chapeau. « L'inconnu est mort. » Mademoiselle Marple inclina la tête. Son expression n'était ni surprise ni froide, simplement attentive. Pauvre âme. A-t-il encore parlé? Rien de cohérent. Le médecin dit qu'il a essayé, mais ce n'était que des fragments, des noms, des lieux. L'un d'eux ressemblait à Fenner, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais entendu ce nom. Mademoiselle Marple versa le thé, calme et posée.
Le chagrin fait parfois oublier aux gens leur propre nom, inspecteur. La culpabilité aussi. Craddock soupira. Je savais que vous diriez quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a autre chose. La femme qui est venue hier soir est toujours là. Elle se fait appeler Mademoiselle Calthorpe. Elle dit être une vieille amie de Madame Fenner, venue de Londres pour une affaire privée. Elle prétend être arrivée en retard parce qu'elle a raté son train. Mais le timing est trop parfait. Trop parfait, répéta doucement Mademoiselle Marple. C'est une autre façon de dire répéter. Il sourit faiblement. Vous avez vraiment le don de formuler les choses. Voulez-vous m'accompagner? Je pense que Madame Fenner se comporte mieux quand vous êtes dans la pièce. Elle sait que vous n'êtes pas tout à fait un policier, mais pas tout à fait inoffensif non plus. À Old Mill House, le salon semblait avoir changé. Rangé, astiqué, avec un léger parfum de cire à la lavande qui recouvrait une odeur métallique et légèrement amère. Madame Fenner les accueillit avec une joie presque fébrile. « Oh, inspecteur, quelle terrible nouvelle! Je n'ai presque pas dormi. Je ne comprends pas comment une telle horreur a pu toucher cette maison. » À côté d'elle était assise la visiteuse, Mademoiselle Calthorpe, une femme d'une quarantaine d'années, aux traits anguleux et aux yeux sombres, qui observait tout sans rien révéler. Ses mains gantées étaient soigneusement repliées, l'image même du sang-froid. « J'ai déjà tout raconté à l'inspecteur, » dit rapidement Madame Fenner. « Mademoiselle Calthorpe et moi étions à l'école ensemble. Elle est venue tout à fait par hasard, n'est-ce pas, ma chère? Parce qu'elle se trouvait dans le comté. » Le ton de Mademoiselle Calthorpe était doux, presque amusé. « Tout à fait par hasard, oui. Mais j'avoue que lorsqu'on lit des articles sur des meurtres commis dans des endroits familiers, cela attise la curiosité. » La voix de Craddock était calme. « Vous semblez bien informée, Mademoiselle Calthorpe. La nouvelle n'a été publiée dans les journaux que ce matin. » Elle sourit faiblement. « Les villages parlent plus vite que les journaux, inspecteur. Je suis passé par la High Street. Tout le monde parlait de Old Mill House. » Mademoiselle Marple l'observa tranquillement. Le calme de la femme était trop étudié. Ses doigts, gantés, étaient trop serrés. Lorsque Madame Fenner prit la parole, les yeux de Mademoiselle Calthorpe brillèrent. Non pas d'amitié, mais de calcul. Craddock s'éclaircit la gorge. « À propos du défunt, vous le connaissiez peut-être ?»« Certainement pas, » répondit immédiatement Madame Fenner, d'une voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Mademoiselle Calthorpe pencha la tête. « Vous en êtes sûre, ma chère? Ce nom ne vous disait vraiment rien. » Madame Fenner se tourna vers elle, laissant transparaître un éclair de colère derrière son apparence polie. « J'ai dit non. Devons-nous continuer ainsi ?» L'inspecteur intervint avec diplomatie. « Je crains que oui, un homme est mort, et ses blessures suggèrent qu'il ne s'agissait pas simplement d'une intrusion. Il avait cette clé dans sa poche, celle avec le ruban. L'une de vous la reconnaîtrait-elle maintenant ?» Madame Fenner secoua violemment la tête. Mademoiselle Calthorpe se pencha en avant, l'examinant là où elle reposait sur le mouchoir. « Curieux ruban, » murmura-t-elle. « Celui d'une femme, sans doute. Je connaissais un homme qui attachait ce genre de choses aux objets qu'il ne voulait pas perdre, un sentimental. » « Ne s'appelait-il pas Fenner, par hasard ?» demanda Mademoiselle Marple d'un ton doux. Les yeux de Mademoiselle Calthorpe se posèrent sur elle, indéchiffrables. « Non, mais je suppose qu'il y a beaucoup de noms dans le monde. » Mademoiselle Marple acquiesça, ses aiguilles à tricoter bougeant doucement sur ses genoux. « Oui, même si le monde devient plus petit quand on commence à les répéter. » Il y eut un silence, bref, tendu et étrangement intime. Puis Craddock dit d'un ton vif. « Nous avons besoin que vous restiez tous les deux au village pendant quelques jours. Je vais demander au constable de reprendre vos dépositions. » Une fois qu'ils furent partis, Mademoiselle Marple resta près de la fenêtre.
regardant le mur du jardin. Elle a peur, dit-elle doucement. Laquelle? Demanda Craddock. Les deux, mais de choses différentes. Il fronça les sourcils. Vous pensez qu'elles ont un lien avec le défunt? Je pense qu'elles ont un lien entre elles, inspecteur. Que ce soit par culpabilité, par souvenir ou par amour, ces trois sentiments sont difficiles à distinguer. Craddock prit note, mais ne répondit pas. Lorsque mademoiselle Marple prit congé, la brume avait recommencé à monter, ondulant au-dessus des haies, comme un souffle. À la poste, Madame X était déjà en train de raconter les dernières nouvelles. Mademoiselle Calthorpe, vous dites? Habillée comme une dame, mais avec ce genre de visage. Trop intelligente pour son propre bien. Le genre de personne qui pense pouvoir mentir poliment. Mademoiselle Marple sourit faiblement. J'ai souvent pensé, Madame X, que les mensonges les plus polis sont ceux qui durent le plus longtemps. Elle rentra chez elle en empruntant le chemin humide, l'esprit troublé. Le motif se dessinait, mais sa forme était encore incomplète, comme une broderie à moitié cousue, avec des fils qui se croisaient là où ils n'auraient pas dû. L'objet symbolique, la clé avec son ruban bleu, flottait dans son esprit. Une chose à la fois privée et visible, sentimentale mais dangereuse. Elle appartenait à quelqu'un qui souhaitait garder ses secrets près de lui, mais ses souvenirs encore plus près. Alors qu'elle atteignait son portail, une ombre se détacha de la haie. C'était l'agent Barnes, la casquette à la main, l'air troublé. « Excusez-moi, mademoiselle, il y a autre chose. Le médecin dit que cet homme... Eh bien, il n'était pas aussi pauvre que nous le pensions. Il y a un chèque plié dans la doublure de son manteau, une grosse somme, signée par Madame Fenner. » Mademoiselle Marple le regarda fixement. L'horloge de l'église se mit à sonner, chaque note résonnant clairement dans l'air du soir. « Alors, agent, dit-elle doucement, peut-être que cette maison cachait plus d'un secret après tout. » Le son de l'horloge de l'église s'estompa dans le silence des haies humides et des cheminées lointaines. Mademoiselle Marple resta immobile devant son portail, l'écho des paroles du constable Barnes flottant dans l'air comme de la brume. Un chèque signé par Madame Fenner, plié dans le manteau du défunt. Elle inclina légèrement la tête, comme pour reconnaître que le monde avait toujours le pouvoir de la surprendre. « Gardez-le en sécurité, agent, » dit-elle doucement. Le papier dit plus souvent la vérité que la plupart des témoins. Il promit de le remettre directement à l'inspecteur Craddock, tout en avouant que le montant l'étonnait. 200 livres, mademoiselle, assez pour acheter la maison elle-même, si cela s'avérait nécessaire. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Alors j'ose dire que ce n'était pas un geste de gentillesse. Cette nuit-là, la pluie tombait sur St. Mary Mead, une fine bruine persistante qui brouillait la lumière des lampadaires et poussait les chats à se réfugier sous les porches. Dans son cottage, Mademoiselle Marple était assise près de la cheminée, son tricot immobile sur les genoux. Elle avait suffisamment d'expérience de la vie pour savoir que l'argent voyageait rarement seul. Il était accompagné d'affection, de ressentiment ou de culpabilité, parfois même des trois à la fois. Au matin, l'air s'était éclairci, mais pas l'atmosphère. L'inspecteur Craddock arriva tôt, toujours fatigué, mais déterminé. « Nous avons examiné les papiers trouvés dans les poches du défunt, » dit-il en acceptant son thé sans cérémonie. Un passeport, une lettre déchirée en deux, quelques reçus. La lettre est étrange, pas de signature, juste des initiales. Nous l'avons envoyée au laboratoire pour voir si elle correspond à la machine à écrire de Madame Fenner. Mademoiselle Marple haussa légèrement les sourcils. « Vous pensez qu'elle lui a écrit avant son arrivée ?»« Je pense qu'il la faisait chanter, » dit Craddock. « Le chèque prouve qu'il y a eu une sorte de paiement. Et le montant, ce n'était pas une somme insignifiante. » Mademoiselle Marple le regarda doucement. « Peut-être pas, mais il faut se rappeler, inspecteur, que certaines dettes ne peuvent être mesurées en livres sterling. »
il eut un petit rire. « Avec vous, mademoiselle Marple, même l'arithmétique a une dimension morale. » Une fois qu'il fut parti, elle se rendit dans le jardin où la terre brillait encore de la pluie. Un rouge-gorge traversa le chemin, ses ailes rouge-rouille contrastant avec le vert. Mademoiselle Marple s'arrêta, remarquant que même les petits animaux pouvaient avoir l'air provoquant par temps humides. Elle repensa à Madame Fenner, pâle, tremblante, mais affirmant avec force son innocence. Il y avait de la peur, certes, mais aussi de la fierté, celle qui transforme l'instinct de conservation en théâtre. À l'heure du déjeuner, le village avait rendu son verdict. Madame Price Ridley, entourée de Mademoiselle Hartnell et de la femme du vicaire, déclara devant des scones qu'une femme qui change de nom est rarement innocente. Madame Crampton ajouta que le chèque prouvait un arrangement d'une certaine nature, ce qui fit rougir Madame Clement. Mais elle acquiesça. À l'heure du thé, Madame Fenner avait été jugée, condamnée et prise en pitié dans des proportions presque égales. Mademoiselle Marple écouta tout cela cet après-midi-là au presbytère, les yeux brillants mais distants. Comme il est étrange, songea-t-elle, que la certitude morale voyage plus vite que l'épreuve. Madame Clement soupira. « Vous pensez que nous l'avons jugée injustement ? Ma chère, l'équité n'a pas grand-chose à voir avec le jugement. Nous aimons que nos scandales soient bien ordonnés. » Pourtant, le malaise la tenaillait encore longtemps après son retour chez elle. Ce soir-là, elle repassa devant Old Mill Lane, officiellement pour apporter des fleurs à un paroissien malade, mais en réalité parce qu'elle trouvait plus facile de réfléchir quand ses pieds bougeaient. La maison était maintenant silencieuse, ses fenêtres fermées. Une légère odeur de fumée flottait dans le jardin arrière, fraîche, âcre et légèrement sucrée, comme du papier brûlé. Elle ralentit. Au bord de la ruelle, sous la haie, quelque chose de pâle attira son attention. Un fragment de papier brûlé dont les bords étaient recourbés. Elle se baissa et le ramassa délicatement entre ses doigts. La pluie l'avait épargné juste assez pour que l'écriture soit lisible par endroits. Des lettres tapées à la machine, floues mais toujours lisibles. Ne doit jamais être connu. E.F. Mademoiselle Marple le glissa dans son gant. Une fois rentrée chez elle, elle sécha le fragment près du feu, en prenant soin de ne pas effacer l'encre pâle. Les initiales pouvaient y signifier n'importe quoi, bien sûr, mais leur emplacement était curieux. À la fin d'une phrase, comme pour conclure une confession, les mêmes initiales que le nom sur le chèque. Elle repensa au ruban bleu attaché à la clé, celui que Madame Fenner affirmait n'avoir jamais vu. Bleu, une couleur étrange, pour un souvenir, à moins qu'il n'ait autrefois servi à attacher quelque chose de plus sentimental. Peut-être une lettre ou un paquet de photos, des secrets soigneusement emballés avant d'être cachés. Le lendemain, Craddock revint, l'air inhabituellement sombre. « Nous avons enfin retrouvé le nom du défunt, » dit-il. « Thomas Rendell, ancien employé d'un cabinet d'avocats à Londres. Licencié il y a 6 mois pour irrégularité. Il semble qu'il ait eu des liens avec une femme nommée Elsa Fenner. » Les yeux de Mademoiselle Marple s'adoucirent. « Ah, alors la signature sur ce chèque n'était pas entièrement fausse. Donc, c'est bien Madame Fenner, veuve de Monsieur Fenner, décédée il y a 15 ans. Aucune trace d'un autre mariage, ce qui signifie qu'elle vit ici sous son vrai nom, à moins qu'elle ne l'ait changé à nouveau pour faire effet. » Il soupira en se frottant les tempes. Si Rendell la faisait chanter à propos de quelque chose en rapport avec son mari, cela pourrait expliquer le paiement. Mais pourquoi venir ici? Pourquoi risquer une confrontation? Parce que, dit doucement Mademoiselle Marple, certaines personnes ne peuvent résister à la tentation de voir le visage de leur perte. C'est une faiblesse très humaine. Craddock la regarda avec curiosité. Vous donnez presque l'impression que vous comprenez. La compréhension, inspecteur, n'est pas l'approbation.
elle empêche simplement de passer à côté des petites vérités. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple reçut une visite inattendue. Mademoiselle Calthorpe. La femme semblait plus calme qu'auparavant, mais ses yeux trahissaient une vigilance inquiète. « Je ne devrais pas vous déranger, mademoiselle Marple, » commença-t-elle, mais madame Fenner est complètement bouleversée. Les questions de l'inspecteur l'épuisent. Elle craint d'être utilisée comme bouc émissaire. Mademoiselle Marple lui indiqua une chaise. « Et qu'en pensez-vous, mademoiselle Calthorpe ?»« Cela dépend, » répondit la femme avec prudence, « de ce qu'elle a fait. Je sais seulement qu'elle est terrifiée à l'idée que quelqu'un découvre ce qui est enterré dans le jardin. » Il y eut un silence. Mademoiselle Marple interrompit son tricot. « Enterré ?» Mademoiselle Calthorpe rougit légèrement. « Oh, pas un corps, bien sûr. Elle a dit que c'était une vieille boîte contenant les papiers de son mari, quelque chose qu'elle avait l'intention de détruire, mais qu'elle n'avait pas eu le courage de faire. Je lui ai dit qu'elle devait être raisonnable et les brûler. Je suppose qu'elle l'a fait maintenant. » Mademoiselle Marple acquiesça lentement. « Oui, brûler est plus propre qu'enterrer, mais pas toujours plus sûr. » Une fois la femme partie, mademoiselle Marple resta immobile pendant un long moment. Dehors, le soleil couchant perçait à travers les nuages, projetant une lumière dorée pâle dans l'air humide. Elle sortit le morceau de papier brûlé de sa poche et le relut. « Ne doit jamais être révélé. E.F. » Si madame Fenner avait détruit ce qu'elle redoutait, c'était peut-être parce qu'elle pensait que le danger avait disparu. Mais ceux qui brûlent leurs secrets oublient souvent que les cendres peuvent encore parler. L'horloge de l'église commença à sonner lentement les 6 heures. Mademoiselle Marple plia soigneusement le papier et le glissa dans une enveloppe. Quelque part dans la ruelle, une porte claqua, suivie de pas précipités qui s'éloignaient vers le chemin menant au presbytère. Le bruit s'était léger, mais le rythme pressant, presque désespéré. Mademoiselle Marple se leva à l'écoute, un léger sourire de compréhension effleurant ses lèvres. « Voilà, » murmura-t-elle, « c'est là que commence le prochain mensonge. » Le faible écho de ses pas précipités se fondit dans le silence qui précédait toujours le service du soir. Un silence empreint de suspicion plutôt que de prière. Mademoiselle Marple, debout près de sa fenêtre, attendit que le bruit s'estompe complètement. La ruelle était vide, mais à St. Mary Mead, le vide ne signifiait jamais l'absence, mais plutôt la dissimulation, un retenir collectif du souffle. Elle enfila ses gants et son châle et se dirigea vers le chemin menant au presbytère, avançant d'un pas régulier et tranquille, comme quelqu'un qui remarque tout sans rien remarquer. À mi-chemin, elle aperçut le vicaire lui-même, penché près de la haie, ramassant un livret de cantiques tombé par terre. Il se redressa rapidement, surpris. « Mademoiselle Marple, je venais justement vous voir. C'est à propos de madame Fenner. Arthur Craddock est de nouveau avec elle. La pauvre femme est en larmes. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Ce n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît, monsieur Clement. Les larmes peuvent cacher tant de choses, la peur, le remords, voire le soulagement. « Je pense plutôt que c'est la première, » dit-il gravement. Craddock a trouvé quelque chose, une boîte enterrée près du mur du jardin. Mademoiselle Marple acquiesça faiblement. « Ah, ce secret particulier a donc choisi de refaire surface. » Quand elle arriva à Old Mill House, l'air sentait fortement la terre humide et le métal déterré. Dans le jardin à l'arrière, 2 agents de police se tenaient devant une petite boîte en bois, récemment ouverte, dont le contenu était étalé sur une bâche. Des papiers friables, un paquet de lettres décolorées, attachées avec le même ruban bleu que la clé, et une photographie, tachée par l'eau, mais toujours reconnaissable. Le mari de madame Fenner, jeune, souriant, et à ses côtés, une femme qui n'était pas madame Fenner. Craddock la salua d'un signe de tête sec. « Je me doutais bien que vous viendriez. »
c'est devenu une véritable réunion de fantômes. Madame Fenner était assise à proximité sur une chaise en fer forgé, pâle et tremblante. Mademoiselle Calthorpe se tenait derrière elle, le visage impassible. « Elles appartenaient à mon mari », dit Madame Fenner à voix basse. « Je les ai gardées après sa mort. C'était stupide de ma part. Je pensais que si personne ne les voyait, elles cesseraient d'exister. » Craddock fit un geste vers les papiers. Sauf que M. Rendell les a découvertes. Elle leva les yeux. Il connaissait mon mari. Il travaillait pour la même entreprise. Quand il a été licencié, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose qui pourrait salir la mémoire de mon défunt mari si cela venait à être connu. Il voulait de l'argent. « Et vous l'avez payé », dit Craddock d'un ton neutre. « Je l'ai payé pour que cela cesse. » Mais il ne voulait pas arrêter. Il disait qu'il y avait des lettres, des preuves de choses qui ne s'étaient jamais produites. Je vous jure, inspecteur, que je ne lui voulais aucun mal. Je voulais seulement la paix. Mademoiselle Marple la regarda avec douceur. La paix demande souvent plus de courage que la culpabilité, ma chère. Avez-vous brûlé les lettres? Madame Fenner hésita. Certaines, pas toutes. Je ne pouvais pas toutes les détruire d'un coup. Il menaçait d'apporter le reste ici si je ne lui donnais pas davantage. Craddock s'accroupit à côté de la bâche et retourna la photo. Et cette femme, vous la connaissez? La question fit sursauter Madame Fenner, comme si elle avait reçu un coup. Elle n'est plus là, dit-elle d'un ton sec. Elle est morte il y a des années. La voix de Mademoiselle Calthorpe était calme. Elle s'appelait Margaret Yates. Elle travaillait aussi pour l'entreprise. Craddock se redressa. Elle était donc impliquée dans le même scandale. Elle avait une liaison avec mon mari, murmura Madame Fenner. Ce n'était pas un scandale jusqu'à ce qu'elle menace de me le dire. Puis elle a disparu. Le silence qui suivit était lourd de pensées tacites. Le stylo de l'inspecteur resta en suspens. Disparue? Ils ont dit qu'elle était partie à l'étranger, murmura Madame Fenner. Mais j'ai toujours soupçonné mon mari d'avoir organisé quelque chose. Il était fier. Il aurait préféré être ruiné plutôt que plein. Mademoiselle Marple parla doucement. Et M. Rendell, qui savait cela, croyait que la vérité avait encore de la valeur, même après la mort de cet homme. Craddock fronça les sourcils. Cela lui donne un mobile, mais pas son meurtrier. Quelqu'un l'a frappé violemment, et le médecin est sûr que cela a été fait par derrière. Celui qui a fait cela était désespéré. Mademoiselle Calthorpe dit d'un ton sec. « Vous ne voulez pas dire. »« Tout le monde est impliqué dans cette affaire, mademoiselle, » dit Craddock. « Vous êtes arrivée soudainement. Vous restez ici par commodité. Connaissiez-vous bien le mari de Madame Fenner ?» Elle serra les lèvres. C'était un client, autrefois, un homme ennuyeux, plein de secrets. Je n'ai jamais compris pourquoi Elsa l'avait épousé. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Madame Fenner, en se levant d'un bond. « Vous l'avez encouragée, vous lui avez dit de garder ses lettres, vous lui avez dit qu'elle pourrait lui être utile un jour. » Mademoiselle Calthorpe pâlit. « Vous êtes hystérique. »« Je suis acculée, » répondit amèrement Madame Fenner. « Ce n'est pas tout à fait la même chose. » La voix calme de Mademoiselle Marple s'immisça entre elles. « Peut-être qu'aucune de vous deux n'a l'intention de mentir complètement. C'est rarement le cas, mais chacune raconte l'histoire qui fait le moins mal. » Elle s'approcha des papiers. Parmi les lettres, il y avait une enveloppe avec une adresse de retour maculée. Calthorpe and Finch, Legal Stationers, Londres. À l'intérieur, la seule feuille ne comportait que quelques lignes, datées de 6 mois auparavant. S'il revient en Angleterre, détruisez ce que vous avez. Ne le revoyez plus. Elle n'était pas signée. Craddock haussa un sourcil. Je pense que c'est ce qu'on appelle une coïncidence gênante. La voix de Mademoiselle Calthorpe était aiguë mais ferme.
Cela ne prouve rien. Je l'avertissais. Pour son propre bien. Mademoiselle Marple plia délicatement la lettre. Les avertissements sont des choses curieuses, mademoiselle Calthorpe. Ils peuvent être des cadeaux ou des armes, selon le moment où ils sont donnés. L'inspecteur emballait la boîte, visiblement mal à l'aise. Nous devons emporter tout cela au commissariat. Je ne peux pas encore dire lequel d'entre vous, je crois, mais l'un d'entre vous sait comment Rendell est mort. Le coup a été porté de près, par quelqu'un en qui il avait suffisamment confiance pour lui tourner le dos. Madame Fenner s'enfonça dans son fauteuil. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas revu après qu'il ait franchi le portail. Il a dit qu'il reviendrait le lendemain matin et il est revenu, mais pas vivant. Mademoiselle Marple la regarda attentivement. Le visage de la femme, tiré et pâle, portait les traces de la fatigue d'un long mensonge. Mais il y avait aussi autre chose, un soulagement presque coupable. Le genre de soulagement que l'on ressent lorsque le pire que l'on craignait s'est déjà produit. Lorsque Craddock et ses hommes emportèrent la boîte, Mademoiselle Marple s'attarda dans le jardin. La terre autour du mur était sombre et lourde. Elle collait à ses chaussures. Elle remarqua, à moitié enfoui dans la terre remuée, un deuxième ruban, effiloché, moitié bleu, moitié délavé en gris. Elle se baissa pour le ramasser et le retourna dans sa main. Il n'était pas neuf. Les fils étaient usés et un léger parfum de lavande s'en dégageait. Depuis le seuil de la porte, la voix de Madame Fenner rompit le silence. « Je l'ai attachée une fois autour d'une lettre que je n'aurais pas dû garder. C'est drôle, n'est-ce pas, comme les choses reviennent même quand on croit les avoir enterrées. » Mademoiselle Marple leva les yeux, le regard bienveillant. « Les choses reviennent, ma chère, surtout quand elles ne sont jamais vraiment parties. » Alors qu'elle rentrait chez elle, les premières étoiles commencèrent à apparaître à travers la brume qui s'éclaircissait, scintillant faiblement comme des vérités qui attendent d'être dites. Elle tenait le ruban avec précaution dans sa main gantée. Les secrets, pensait-elle, étaient peints comme des jardins, cultivés pour leur respectabilité en surface, mais en dessous, leurs racines s'entremêlaient dans un sol plus ancien. Arrivée à son portail, elle s'arrêta et jeta un coup d'œil vers le presbytère, où une lumière brillait encore dans la fenêtre du bureau. La porte s'ouvrit et le révérend Clément sortit, l'air inquiet. Il appela doucement « Mademoiselle Marple, l'inspecteur vient de m'envoyer un message. Il a trouvé autre chose dans cette boîte. Il dit que vous voudrez le voir. » Mademoiselle Marple se détourna de son portail, le visage calme malgré le ton inquiet du vicaire. La brume du soir s'épaississait à nouveau, adoucissant les contours des haies et la lumière des lampadaires. « Quelque chose d'autre » demanda-t-elle doucement. Le révérend Clément acquiesça. Craddock a envoyé un mot. Il est au commissariat. Il dit que cela change considérablement la donne. Il n'en a pas dit plus, seulement que cela avait été trouvé plié entre la doublure de cette boîte. Mademoiselle Marple enfila son manteau. Quand les secrets voyagent, monsieur Clément, ils arrivent rarement seuls. Ils se mirent en route vers la gare sous le doux crissement du gravier humide. La ruelle était déserte, l'air légèrement métallique, comme si le sol se souvenait encore de ce qu'il avait révélé. Craddock les rejoignit dans le bureau de l'inspecteur, l'air sombre mais brillant de curiosité. « Je savais que vous viendriez, » dit-il. « Vous avez un instinct pour le timing qu'aucun policier ne peut égaler. Regardez ici. » Il étala un papier sur le bureau, dont les bords étaient fragilisés par le temps. La lettre était courte, tapée dans un style datant d'il y a 20 ans. « À qui de droit ? En cas de décès, certains documents actuellement en possession de ma femme doivent être détruits sans être lus. Ils concernent des affaires qui n'ont aucun rapport avec sa tranquillité d'esprit. » Elle était signée d'une écriture soignée et délibérée. Edward Fenner. « Trouvez derrière le faux panneau de la boîte, » dit Craddock. Le mari de Madame Fenner l'a écrite lui-même.
Mademoiselle Marple examina la page. Il craignait sa curiosité, ou sa conscience, ou les deux, acquiesça Craddock. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi elle l'aurait caché. Cela la disculpe du chantage, du moins en partie. Si les documents relevaient de sa responsabilité, Rendell est peut-être venu les chercher pour des raisons qui lui sont propres. Alors le chèque, murmura le vicaire, était un paiement pour garder le silence sur le mari, pas sur la femme. C'est possible, dit Craddock. Mais Rendell n'était pas idiot. Il devait se rendre compte qu'elle avait déjà détruit la plupart des papiers. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à revenir ? Les doigts de mademoiselle Marple effleurèrent le bord de la lettre. Peut-être restait-il quelque chose dont aucun d'eux ne connaissait l'existence. L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous voulez dire un autre document ou une autre vérité ?» dit-elle simplement. Il soupira. « Si seulement nous savions ce que contenaient ces lettres qu'elle a brûlées. » Le sourire de mademoiselle Marple était faible, presque regretteux. Les gens brûlent rarement des preuves, ils brûlent des souvenirs. Les preuves survivent généralement ailleurs, attendant d'être retrouvées. Alors qu'il parlait, on frappa à la porte. Le constable Barnes entra, trempé par la pluie, sa casquette à la main. « Excusez-moi, monsieur, mais il y a eu un développement à Old Mill House. Madame Fenner a disparu. » Craddock redressa brusquement la tête. « Disparu ?» Elle a fait une petite valise et a dit à mademoiselle Calthorpe qu'elle se rendait à Mush Benham pour consulter son avocat. Elle n'est jamais arrivée. La voiture a été retrouvée près du pont du canal, vide. Le ton de l'inspecteur se durcit. Elle s'est enfuie alors, sans doute parce qu'elle se sent coupable. Mademoiselle Marple le regarda fixement. Pas toujours de culpabilité, inspecteur. Parfois, la terreur se cache sous le même nom. 1 heure plus tard, ils étaient au pont. La voiture était abandonnée près du parapet bas, la portière entr'ouverte. Les lanternes projetaient eux des flaques de lumière pâle sur la route mouillée. Au-delà, le canal scintillait comme une longue étendue de verre sombre, ininterrompue. Il n'y avait aucune trace de pas menant vers le talus. Craddock scruta les lieux. Si elle avait sauté, quelqu'un l'aurait vue, quelqu'un l'a aidée, ou lui a fait peur pour qu'elle s'enfuit. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le siège passager, où gisait un foulard plié, à moitié humide, de la soie pâle, légèrement parfumée à la lavande. « Elle a laissé trop de choses derrière elle pour s'enfuir, » murmura-t-elle. « Une femme n'abandonne pas ce à quoi elle s'accroche, à moins qu'elle ait l'intention de revenir, ou qu'elle sache qu'elle ne le pourra pas. » Craddock se retourna brusquement. « Vous pensez qu'elle est morte ? » ?»« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « qu'elle a été persuadée de disparaître. » Ils cherchèrent jusqu'à minuit, mais l'obscurité ne révéla rien. Le seul bruit était celui des vagues qui venaient lentement se briser contre les pierres et le cri lointain d'un hibou. Finalement, Craddock ordonna aux hommes de rentrer, marmonnant qu'ils reprendraient leurs recherches à la lumière du jour. Mademoiselle Marple s'attarda, regardant les légères ondulations sous le pont. Le reflet de la lanterne trembla, puis se stabilisa à nouveau. Cela lui rappela la vérité dans ce genre d'affaires, momentanément perturbée, mais toujours réaffirmée. Au matin, le village était à nouveau en effervescence. La disparition de Madame Fenner avait remplacé sa culpabilité comme principal sujet de commérage. Madame Price Ridley déclara qu'elle avait choisi la solution de facilité. Mademoiselle Hartnell suggéra à l'inspecteur de fouiller le cimetière. Ce sont toujours les innocents qui hantent leur propre tombe en premier. Mademoiselle Marple écouta sans contredire. Elle pensait que les gens préféraient que les mystères soient résolus rapidement, même de manière erronée. Cela les rassurait de savoir que la moralité était toujours en ordre. Au poste de police, Craddock n'était plus sombre, mais vigilant. « Nous avons trouvé ceci dans son bureau », dit-il lorsqu'elle entra.
cachée derrière un faux fond. Encore une fois, c'est une autre lettre, mais celle-ci est plus récente. Elle date de la semaine dernière. Il la lui tendit. L'écriture était plus fine, mais familière. « Ma chère Elsa, je vous supplie de détruire le reste. Je ne supporte plus d'attendre. Si vous persistez, vous nous ruinerez tous les deux. Rendell en sait trop. » « Monsieur ?» Mademoiselle Marple leva les yeux. « Monsieur pour Margaret Yates, peut-être ?» Craddock acquiesça lentement. « Le même nom qui a disparu il y a toutes ces années. »« Alors elle n'a pas disparu, » dit doucement mademoiselle Marple. « Elle a changé d'apparence. Peut-être en mademoiselle Calthorpe. » Il la fixa du regard. « Vous pensez que c'est la même femme, n'est-ce pas, inspecteur ? Une amie qui arrive sans y être invitée, mais qui devient instantanément indispensable, qui connaît l'histoire de la famille avant même de poser des questions, qui parle des morts avec certitude et des vivants avec insouciance. » Il fronça les sourcils. « Ce ne sont que des spéculations. C'est de la reconnaissance, » corrigea-t-elle doucement. « Les visages changent, mais le ton reste le même. » Avant que Craddock n'ait le temps de répondre, Barnes fit irruption, rouge et essoufflé. « Monsieur, ils ont trouvé quelque chose près du pont, un sac à main dans les roseaux. Il y avait des papiers à l'intérieur, tous humides mais lisibles. L'un d'eux est un autre chèque, non signé, mais du même montant et de la même date. » Craddock jeta un regard perçant à mademoiselle Marple. « Préparé avant le premier, peut-être. »« Ou promis, » dit-elle. « Les promesses sont la monnaie la plus dangereuse. Elles ne valent rien tant que personne n'y croit. » De retour au pont, le sac à main était posé ouvert sous une bâche. Il ne contenait que des objets ordinaires. Un poudrier, un mouchoir en dentelle, un carnet. Mais entre les pages de ce dernier se trouvait une petite fleur pressée. Un bleuet bleu, aplati et parfait. Mademoiselle Marple le toucha légèrement. « Elle l'a gardé, » murmura-t-elle, « comme on garde une dette impayée. » Craddock eut l'air perplexe. « Une fleur ? Un gage, inspecteur. Le genre que les amoureux s'échangent lorsqu'ils veulent se souvenir d'une chose différemment de ce qui s'est réellement passé. » Il poussa un soupir las. « Vous et vos symboles, mademoiselle Marple. Ils sont moins fantaisistes que vous ne le pensez, » dit-elle en se levant. « Parce qu'ils persistent même lorsque la mémoire s'estompe. » Alors qu'il retournait vers le chemin, une silhouette sortit de l'ombre près de la haie. Mademoiselle Calthorpe, son manteau bien serré autour des épaules. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient fiévreusement. « Vous perdez votre temps, inspecteur. Elle est partie pour de bon. Vous ne la trouverez jamais. » Craddock lui fit face. « Nous trouvons généralement, mademoiselle, les vivants ou les morts. » Mademoiselle Marple regarda la femme tranquillement. « La question, ma chère, est de savoir si vous voulez vraiment qu'on la retrouve. » La bouche de la femme trembla, mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle se retourna et repartit rapidement vers le village, ses pas étouffés par la terre molle. Craddock expira. « Eh bien, si ce n'est pas de la culpabilité, c'est tout près. » Mademoiselle Marple ne répondit pas. Elle suivit des yeux la silhouette qui s'éloignait jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la brume, l'air pensif plutôt que triomphant. Quelque part dans ce silence, quelque chose de subtil avait changé, le genre de changement que l'on sent dans l'air avant la pluie, ou la vérité avant la confession. Les paroles du vicaire flottaient encore dans l'air froid, tandis que mademoiselle Marple le suivait vers la porte du presbytère, le gravier craquant faiblement sous ses pas. La lumière d'une lanterne provenant de la maison éclairait le chemin, faible et tremblante. Elle sentait la tension de quelque chose qui allait se révéler, non pas une confession, mais le frémissement silencieux qui précède celle-ci. L'inspecteur Craddock les attendait dans le bureau, les manches retroussées, le visage légèrement marqué par la fatigue. La lampe de bureau projetait un cercle de lumière sur la boîte nouvellement ouverte,
provenant de Old Mill House. Entre les papiers défraîchis se trouvait une petite enveloppe dont le sceau était intact, simplement marqué « Pour UF, si je venais à échouer ». Trouvé dans un faux coin de la doublure, dit Craddock d'un ton sec. Nous pensions que la boîte était vide, mais Barnes a entendu quelque chose cliqueter lorsqu'il l'a soulevée. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, je préfère que vous regardiez en premier, mademoiselle Marple. Cela ressemble à votre genre de problème. Elle sourit faiblement. Les problèmes sont rarement nouveaux, inspecteur. Ils changent seulement d'écriture. Il lui tendit l'enveloppe. Elle l'ouvrit avec une délicate précision, la cire craquant doucement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille pliée et une petite clé, identique à celle trouvée dans la poche de Rendell, mais celle-ci était attachée avec un ruban gris et non bleu. Mademoiselle Marple déplia le papier et lut en silence. « Si vous lisez ceci, murmura-t-elle, ne faites confiance à personne qui se souvienne de Margaret Yates. Elle est toujours en vie, mais elle n'est plus elle-même. Rendell pense que je lui ai fait du tort. Il a peut-être raison. Il viendra chercher des preuves. Brûlez-le, Elsa, et pardonnez-moi de ne pas avoir pu y faire face. » Craddock se pencha en avant. Alors il savait. Le mari savait qu'elle avait changé de nom. Plus que cela, dit doucement mademoiselle Marple, il craignait son retour. Il avait dû sentir que son silence lui coûtait trop cher. Le révérend Clément regarda tour à tour les deux femmes, perplexe. « Vous voulez dire que mademoiselle Calthorpe est cette Margaret Yates ?»« Ce n'est pas prouvé, » dit rapidement Craddock, bien que son ton manquât de conviction. Mais si Fenner savait qu'elle était en vie et que Rendell a tenté d'utiliser cette information, cela donne aux deux femmes une raison d'être violente. Mademoiselle Marple posa la clé sur le bureau à côté de la première. Côte à côte, les rubans bleus et gris ressemblaient à deux moitiés d'une même décision. L'une sentimentale, l'autre pleine de remords. Les gens qui gardent des doubles de leurs clés, inspecteur, craignent souvent d'être exclus de leur propre passé. Craddock eut un petit rire. Si vous avez raison, alors chacune d'elles gardait le secret de l'autre, et maintenant, l'une a disparu, et l'autre joue les innocentes. Elle n'est peut-être ni l'une ni l'autre, dit calmement mademoiselle Marple. D'après mon expérience, la plupart des tragédies sont causées par des gens qui s'efforcent trop d'apparaître comme l'un ou l'autre. L'inspecteur se frotta le menton. Si c'est Yates, nous le saurons bientôt. Nous avons envoyé un télégramme à Londres pour obtenir son dossier. Mais ce qui me dérange, c'est la chronologie. L'homme fait chanter la femme, la lettre du mari refait surface, l'ami arrive, puis la femme disparaît. Cela semble mis en scène, trop ordonné, comme vous diriez. Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent. Peut-être que la scène n'a pas été écrite par la personne que nous imaginons. Les apparences aiment bien répéter la morale. Cette nuit-là, elle s'assit près de sa cheminée longtemps après que le vicaire se fut couché, les deux rubans posés devant elle, sur la table. Le bleu pour le passé, le gris pour le présent, tous deux effilochés, tous deux noués par des mains qui tentaient de retenir quelque chose d'impossible. Elle pensa à la photo du jeune Fenner et de la femme qui n'était pas son épouse. Le visage légèrement flou, mais les yeux brillants d'une sorte de défi qui vieillit mal. Dans des villages comme St. Mary Mead, l'amour était rarement romantique. C'était de la possession déguisée en vertu, de la culpabilité habillée de bonnes manières. Ce qui la frappait maintenant, c'était la façon dont chacune de ces femmes, Elsa Fenner, Margaret Yates, même la pauvre mademoiselle Calthorpe, avait bâti sa respectabilité sur le secret. Et le secret, mademoiselle Marple le savait, avait la durée de vie d'une saison. Le lendemain matin, un télégramme arriva de Londres. Craddock l'apporta lui-même, ses bottes encore boueuses de la rousse. « C'est confirmé », dit-il d'un ton grave. Margaret Yates n'a jamais quitté le pays. Elle a changé de nom par acte notarié il y a 10 ans, pour prendre celui de Calthorpe. C'est la même femme.
Mademoiselle Marple acquiesça, sans surprise. Et Madame Fenner, semble-t-il, le savait depuis le début. Cradock expira. Elle avait donc toutes les raisons de les faire taire tous les deux. Randall pour ce qu'il savait et Yates pour ce qu'elle aurait pu révéler. Ou, dit doucement Mademoiselle Marple, ils avaient toutes les raisons de la faire taire, si elle avait l'intention de vous révéler ce qu'ils avaient fait. Il fronça les sourcils. Vous pensez que Madame Fenner est morte? Je pense, dit-elle en se levant, que nous devrions inviter Mademoiselle Calthorpe à prendre le thé. Cet après-midi-là, sous un ciel couleur éteint, Mademoiselle Marple mit son plan à exécution. L'invitation fut remise par Madame Clement, qui assura à Mademoiselle Calthorpe que la chère Mademoiselle Marple était terriblement bouleversée par tous ces événements, désagréable et aspirait à un peu de compagnie. La femme accepta immédiatement, trop facilement, pensa Mademoiselle Marple, pour quelqu'un qui prétendait être en deuil. À son arrivée, son calme était exemplaire. Vêtue de gris, les mains jointes, le regard vif mais doux. Mademoiselle Marple lui servit elle-même le thé, avec un rituel aussi précis qu'une confession. « Vous avez eu une semaine éprouvante », dit-elle gentiment. « Une semaine horrible », répondit Mademoiselle Calthorpe. « Quand on pense à la pauvre Elsa, si fragile, et maintenant ce scandale. Les journaux vont la dévorer. » Le ton de Mademoiselle Marple resta doux. « C'est toujours dommage quand la vérité devient publique. Mais bon, on cache rarement ce dont on n'a pas honte. » Une lueur passa sur le visage de la femme, trop rapide pour que la plupart des gens puissent la voir. Nous avons tous des choses que nous préférons ne pas nous rappeler. « Oui, » dit Mademoiselle Marple, « surtout quand quelqu'un d'autre s'en souvient différemment. » Elle prit son sac à tricot et en sortit les 2 clés, qu'elle posa côte à côte. Les souvenirs sont des choses curieuses. Certains les gardent en bleu, d'autres en gris. Le silence qui suivit fut tendu, puis le sang-froid de Mademoiselle Calthorpe se fissura légèrement. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Oh, on en trouve partout, » répondit Mademoiselle Marple d'un ton léger. Une sur un cadavre, une dans une boîte qui ne devait jamais être ouverte. Pourtant, elle s'emboîte. 2 moitiés d'une même serrure, j'oserais dire. Le genre qui ouvre un tiroir où des photos pourraient dormir. La respiration de la femme changea. Sa voix s'abaissa. Vous pensez tout savoir, n'est-ce pas? Que les péchés des vieillards justifient les secrets de leurs femmes. Pas tout, dit doucement Mademoiselle Marple. Juste assez pour savoir que le pardon vient rarement seul. Il apporte son propre type de dette. Mademoiselle Calthorpe se leva brusquement, sa tasse de thé cliquetant contre la soucoupe. « Vous n'avez pas le droit. » Mademoiselle Marple la regarda calmement dans les yeux. « Je n'ai que ma mémoire, ma chère. C'est un témoin étonnamment fidèle. » Pendant un instant, la femme sembla sur le point de parler, puis elle s'interrompit. Son regard se posa sur les clés, son visage tendu, entre la colère et le désespoir. Elle se retourna brusquement et partit sans un mot. Lorsque la porte se referma, Mademoiselle Marple expira, non pas avec triomphe, mais avec une fatigue tranquille. Sur la table, l'un des rubans flottait dans le courant d'air provoqué par son départ. Le bleu. Elle le regarda se stabiliser, pensant à la facilité avec laquelle la culpabilité et le chagrin changeaient de couleur selon la personne qui les portait. Puis le téléphone sonna, strident, insistant. Mademoiselle Marple décrocha le combiné. La voix de Cradock se fit entendre, tendue et pressante. « Mademoiselle Marple, vous feriez mieux de venir immédiatement. Le canal, quelque chose a fait surface. » La voix au téléphone crépitait faiblement, mais son urgence était indéniable. Mademoiselle Marple raccrocha le combiné avec le calme et la précision de quelqu'un habitué depuis longtemps aux urgences qui ne s'annoncent pas bruyamment. Elle serra son châle autour d'elle, prit son parapluie bien que la pluie eût cessé
et s'engagea dans le crépuscule gris qui s'était abattu sur St. Mary Mead, comme un couvercle. Lorsqu'elle atteignit le pont du canal, des lanternes brillaient le long de la berge, leurs reflets tremblant sur la surface noire de l'eau. Une petite foule s'était rassemblée, les villageois attirés comme par instinct par l'odeur de la crise. Mademoiselle Hartnell, enveloppée dans son manteau marron, murmura à Madame Bantry que c'était sûrement quelque chose de terrible, tandis que Madame Price Ridley, avec son autorité caractéristique, annonçait que aucune femme respectable ne se trouverait là, à moins d'y avoir été poussée. L'inspecteur Craddock se tenait à l'écart, parlant à voix basse avec l'agent Barnes. Lorsqu'il aperçut Mademoiselle Marple, il s'approcha d'elle, le visage tendu. « Vous aviez raison, » dit-il. Ils l'ont trouvé. Le corps d'une femme, coincé dans les roseaux près de l'écluse. Mademoiselle Marple baissa les yeux, mais son visage resta impassible. « Madame Fenner. » Craddock hésita. Le visage est abîmé, mais les vêtements correspondent. Un tailleur gris, une écharpe lavande. Il n'y a pas d'erreur. La foule murmura tandis que les hommes s'affairaient à la lumière des lanternes. La silhouette dans l'eau remonta lentement, enveloppée dans un drap qui brillait faiblement, avant d'être déposée sur l'herbe. Le silence se propagea à partir de ce petit mouvement, jusqu'à ce que même la rivière semble s'être figée. Mademoiselle Marple s'approcha, le regard fixe, et toucha légèrement le bras de Craddock. « Elle n'est pas tombée, » dit-elle. « On le voit à ses mains. Elles sont trop propres. » Il la regarda d'un air sévère. « Propre ? Une femme qui se noie s'agrippe. À l'herbe, à la boue, à sa propre robe. Mais regardez, ses ongles sont intacts. Quelqu'un l'a placée là, inspecteur. » Très délicatement, Craddock expira. « Alors c'est un double meurtre. » Il s'accroupit à côté du policier et souleva le coin du drap. Les traits pâles qui se trouvaient dessous étaient immobiles, sereins, comme si le sommeil avait pris le dessus sur la peur. Autour de son poignet, il y avait une légère marque, circulaire et foncée. « Une corde ou un bracelet » marmonna Craddock. Assez serré pour laisser une marque, mais pas assez pour étrangler. Elle s'est peut-être débattue. Le regard de Miss Marple se posa sur la marque. « Ou bien elle a été amenée ici ?» murmura-t-elle. « Amenée de son plein gré, puis trahie. » Craddock se leva. « Je vais la faire transporter à la morgue. Nous confirmerons son identité demain matin. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Je pense que vous trouverez son annulaire nu. L'alliance a été retirée après sa mort. C'est un petit geste symbolique, voire affectueux. Une marque de séparation. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous avez encore vu quelque chose qui m'échappe, n'est-ce pas ? Seulement ce qui reste lorsque les apparences sont effacées, » dit-elle doucement. « L'eau dit la vérité, inspecteur. Elle refuse de laisser flotter les mensonges. » Alors que les hommes portèrent la civière vers le fourgon qui attendait, les murmures reprirent, plus faibles à présent, respectueux mais avides. Madame Bantry s'essuya les yeux. Madame Price Ridley murmura que cela devait forcément finir ainsi. Et à l'arrière de la petite foule, Mademoiselle Calthorpe se tenait à demi cachée par l'ombre, le visage indéchiffrable. Elle ne s'approcha pas. Elle se contenta d'observer, une main gantée pressée contre sa gorge. Les yeux de Mademoiselle Marple croisèrent brièvement les siens. La femme se détourna. Plus tard, au presbytère, Craddock se servit une tasse de thé sans la goûter. Je vais devoir l'interroger à nouveau. Si c'est elle, Yates, et si Fenner a écrit cette lettre pour avertir sa femme, alors la ligne va directement de lui à Rendell, puis à elle. Ils sont tous pris dans la même chaîne. Mademoiselle Marple remua doucement sa tasse. Les chaînes, inspecteur, ne retiennent que ceux qui refusent de voir qu'ils les ont forgées eux-mêmes. Il eut un sourire ironique. Cela ressemble à de la philosophie. « C'est une habitude, » répondit-elle. «
Vivre dans un village nous apprend que le péché est d'autant plus dangereux qu'il semble respectable. Il fit un signe de tête en direction de la fenêtre. Alors, dans quelle mesure Mademoiselle Calthorpe est-elle respectable? Aussi respectable que sa culpabilité le lui permet, répondit Mademoiselle Marple. Le courrier arriva avant l'aube. 2 télégrammes et une enveloppe brune envoyés depuis Much Benham. Le premier télégramme venait de Londres et confirmait que Margaret Yates avait bien été portée disparue 15 ans auparavant, présumée noyée. Le second, envoyé la veille au soir mais retardé par la tempête, provenait d'un cabinet d'avocats. Objet, succession d'Elsa Fenner. Testament déposé chez nous, nom de l'unique bénéficiaire, Margaret Yates. Copie ci-jointe. Craddock fixa le papier. Bénéficiaire? Alors Madame Fenner lui a tout laissé. L'amour et la culpabilité, dit doucement Mademoiselle Marple. Une très vieille association. Le document joint portait la signature indubitable de Madame Fenner et une date datant d'à peine 2 semaines. La somme n'était pas importante, mais elle dépassait largement ce que l'affection pouvait facilement justifier. Elle voulait se libérer, dit Mademoiselle Marple calmement. Pour payer sa dette, pour faire la paix. Mais une telle paix satisfait rarement ceux qui se nourrissent tasses de ressentiment. L'inspecteur plia le document d'un air sombre. Donc Yates, ou Calthorpe, l'a tuée avant qu'elle ne puisse avouer. Cela colle parfaitement, trop parfaitement, murmura Mademoiselle Marple. La perfection est souvent le déguisement de la culpabilité. En milieu de matinée, Craddock convoqua Mademoiselle Calthorpe pour l'interroger. Elle arriva pile à l'heure, sans paraître ni anxieuse ni provocante, mais d'un calme, à fleur de peau. « Vous avez vu les journaux, je suppose », commença Craddock. « Le testament de Madame Fenner vous désigne comme seule héritière. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Je ne le savais pas. Mais elle me devait bien ça. Vous admettez donc votre ancienne identité, Margaret Yates. » Elle hésita un instant. « Oui, c'était mon nom autrefois. Je suis devenue Mademoiselle Calthorpe pour y échapper. » Le ton de Craddock se durcit. Pour échapper à quoi? Un crime? Un scandale? Une humiliation, répondit-elle. Edward Fenner a détruit ma vie. Je l'aimais et il m'a mariée à un silence que je n'avais pas choisi. Mademoiselle Marple prit une voix douce. Vous voulez dire qu'il vous a abandonné? Les yeux de la femme lancèrent des éclairs. Il m'a laissé pourrir pendant que sa femme portait des perles achetées avec ma misère. Craddock se pencha en avant. Et quand sa femme a essayé de se racheter, vous l'avez tuée. Mademoiselle Calthorpe rit doucement, d'un rire aussi fragile que du verre. Non, inspecteur, elle s'est tuée le jour où elle l'a épousé. Je n'ai fait que terminer ce qu'il avait commencé. Les aiguilles à tricoter de Mademoiselle Marple bougeaient doucement sur ses genoux. Cela ressemble à une justification, ma chère, pas à une confession. La femme se tourna vers elle. Et comment appelleriez-vous cela, Mademoiselle Marple? De la justice? J'appellerais cela une erreur, dit Mademoiselle Marple calmement. Une erreur qui ne s'arrête pas là où vous le pensez. Craddock se leva. Cela suffit pour l'instant. Vous ne devez pas quitter le village. Pour la première fois, Mademoiselle Calthorpe perdit son sang-froid. Vous pensez pouvoir trouver des preuves, mais les preuves sont lâches. Elles se cachent là où personne ne peut les atteindre. Mademoiselle Marple la regarda avec bienveillance. Pas toujours. Parfois, elle se cache là où personne n'ose regarder. Quand elle fut partie, l'inspecteur se tourna vers Mademoiselle Marple. Vous pensez qu'elle est coupable, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple regarda vers la fenêtre où le reflet pâle du canal scintillait au loin. Je crois qu'elle pense qu'elle l'a fait. Mais la conscience et l'action ne sont pas toujours jumelles. Quelque part, inspecteur, il y a une troisième main dans cette tragédie. Une main qui agit discrètement derrière les autres. Il fronça les sourcils.
Vous voulez dire un autre meurtrier? Elle ne répondit pas directement. Peut-être seulement un autre secret. Et les secrets, comme les morts, finissent toujours par refaire surface. La pièce était plongée dans le silence de quelque chose, d'inachevé, comme une horloge qui se serait arrêtée au milieu d'un carillon. Mademoiselle Marple resta assise, les mains soigneusement posées sur son tricot qu'elle ne suivait plus. Dehors, la ruelle scintillait sous une fine pluie, le genre de pluie qui fait briller tous les toits et donne l'impression que tous les secrets viennent d'être lavés. L'inspecteur Craddock se tenait près de la cheminée, fronçant les sourcils au-dessus de ses notes, comme si les faits eux-mêmes refusaient de rester obéissants. Il leva soudain les yeux. « Une troisième personne, dites-vous. Si ce n'est ni la femme ni mademoiselle Calthorpe, alors qui? J'ai vérifié toutes les déclarations. Seule la gouvernante, Madame Hill, se trouvait près du lieu du crime cette nuit-là, et elle jure être partie avant la tombée de la nuit. » Le ton de mademoiselle Marple était doux. « Les domestiques sont très honnêtes, inspecteur, lorsqu'ils n'ont rien à protéger. » Craddock grimaça. Elle a travaillé pour 3 familles sans jamais commettre la moindre faute. La femme du vicaire la qualifie de « femme chrétienne ». « Ah !» dit mademoiselle Marple, « alors elle est capable de tout. » Il eut un petit rire. « Vous avez vraiment le don de renverser les certitudes. »« Ce n'est pas un renversement, » dit-elle, « mais simplement un ajustement. La vertu, comme la culpabilité, est une question de proportion. Trop de l'une ou de l'autre devient théâtral. » Un coup à la porte les interrompit. L'agent Barnes entra, un sac en papier à la main. « Monsieur, cela vient du chemin, près du canal. Nous ne l'avons pas vu dans l'obscurité. Une petite boîte en fer blanc qui ressemble à une boîte de poudre pour le visage. Mais il y a un papier plié à l'intérieur. » Craddock la prit. « Où exactement ? » « Sous la haie nord, monsieur, à environ 50 mètres de l'endroit où le corps a été trouvé. » Il ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un seul bout de papier, légèrement parfumé et légèrement humide. 4 mots y étaient écrits d'une écriture ferme, mais inconnue. « Pardonnez ce qui a été commencé. » Mademoiselle Marple leva lentement les yeux. « Pas de signature ? » « Aucune. » répondit Craddock. « Alors, ce n'était pas destiné à la police, murmura-t-elle. C'était destiné à la conscience. » Il soupira. « Nous avons donc maintenant des énigmes au lieu de faits. Pas des énigmes, inspecteur. Des aveux codés. Les gens mentent rarement ouvertement. Ils modifient simplement leur vocabulaire. Le soir venu, l'orage s'était dissipé. La lune brillait faiblement à travers les nuages dérivants, transformant les toits du village en argent. Mademoiselle Marple rentra chez elle par le chemin le plus long, passant devant le presbytère et longeant Old Mill Lane. Les haies murmuraient sous l'humidité, et quelque part, un portail grinçait doucement. Elle remarqua une faible lumière à la fenêtre arrière de Old Mill House, celle qui donnait sur le jardin où la boîte avait été enterrée. Quelqu'un était de nouveau à l'intérieur. Elle s'arrêta près du portail pour écouter. Aucune voix. Seulement le léger grincement d'un tiroir qui s'ouvrait, puis se refermait. Au bout d'un moment, la lumière s'éteignit. Mademoiselle Marple continua son chemin sans se presser, mais son esprit, précis comme un métronome, commença à établir des liens. Les rubans bleus et gris, les 2 clés, la bague disparue, la marque sur le poignet. Chaque détail était anodin, pris isolément, mais ensemble, ils laissaient entrevoir une implication. Le lendemain matin apporta un nouveau bouleversement. Madame Clément appela tôt, bouleversée. « Jane, avez-vous entendu ? Madame Hill a disparu. » Elle a laissé une note sur la table de la cuisine disant qu'elle était partie soigner sa sœur malade à Winchester, mais sans donner d'adresse. L'inspecteur est furieux. Les yeux de mademoiselle Marple s'illuminèrent légèrement. « Ah, une sœur malade.
Quelle maladie commode. Elle voyage partout et ne laisse aucune adresse de réexpédition. Elle alla chercher son manteau et son chapeau. « Allons faire un petit tour, ma chère. J'ai toujours constaté que lorsqu'une personne disparaît, une autre réapparaît forcément. » Ils arrivèrent à Old Mill House, au moment où Craddock interrogeait un agent de police. Il leva les yeux, exaspéré. Encore une femme disparue. Ce village est en train de se transformer en chapeau de magicien. Mademoiselle Marple balaya le jardin du regard. Parfois, inspecteur, la disparition n'est qu'une autre forme de présence. Avez-vous remarqué les volets à l'étage? Il fronça les sourcils. Fermé hier soir, ouvert maintenant. Vous pensez que quelqu'un est encore entré? Pas quelqu'un, dit-elle doucement. Quelque chose, une culpabilité cherchant refuge. Elle s'avança, examinant la terre humide près de la porte arrière. 2 séries d'empreintes menaient à l'intérieur, l'une légère, l'autre lourde. Les empreintes légères s'arrêtaient près de la porte. Les empreintes lourdes retournaient vers l'allée. Elle s'agenouilla et appuya le bord de son gant contre l'empreinte. « Une chaussure d'homme », murmura-t-elle. « Est trop grande pour Madame Hill. » Craddock s'accroupit à côté d'elle. « Vous pensez qu'elle a rencontré quelqu'un ici ?»« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « qu'elle a rencontré sa conscience dans le mauvais manteau. » Il lui lança un regard mi-perplexe, mi-admiratif. « Vous ne dites jamais vraiment ce que vous pensez, n'est-ce pas? » Si l'on dit tout, inspecteur, les gens cessent d'écouter. Mais réfléchissez à ceci. Celui qui a tué Randall avait des raisons de craindre Madame Fenner. Celui qui a tué Madame Fenner craignait d'être découvert. Et celui qui craint d'être découvert invente souvent une vertu derrière laquelle se cacher. Il se leva lentement. Alors, la gouvernante. Mademoiselle Marple ne répondit pas directement. Elle désigna le lierre qui grimpait sur le mur. « Regardez cette branche. Elle a été cassée récemment. Elle a pu passer par cette fenêtre. Si c'est le cas, elle ne se cachait pas. Elle récupérait quelque chose. » Craddock suivit son regard. « Récupérer quoi? Quelque chose de petit, facile à brûler, dit-elle. Mais elle a laissé la lampe allumée trop longtemps. Je l'ai vue hier soir. » Il fronça les sourcils. « Vous l'avez vue? J'ai vu une lumière. Mais les lumières sont comme les motifs. Elles en révèlent davantage lorsqu'elles s'éteignent. » Ils entrèrent dans la maison. Une épaisse couche de poussière recouvrait le sol, mais une légère traînée d'empreintes humides traversait le hall jusqu'au salon. Sur la table gisait une photographie à moitié brûlée, dont les bords étaient recourbés et l'image à moitié dévorée par les flammes. Seule l'épaule d'un homme et la main gantée d'une femme étaient encore visibles. Craddock la souleva avec une pince à épiler. Encore un souvenir du passé. Miss Marple l'étudia. Ou du présent qui fait semblant d'oublier. Il soupira. Elle est donc revenue pour la détruire. La preuve de quoi? De son implication ou de celle de quelqu'un d'autre? Peut-être la preuve d'une tendresse, murmura Miss Marple. L'amour peut être la preuve la plus accablante qui soit. Ils continuèrent leurs recherches et trouvèrent une enveloppe sous la grille, brûlée mais intacte. À l'intérieur se trouvait une lettre adressée simplement à UF. Pardonnez-moi. L'écriture était identique à celle de la note de Madame Hill au sujet de sa sœur malade. Craddock la lut à haute voix. Je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. Elle m'a supplié de l'aider et j'ai pensé que ce serait plus charitable ainsi. La rivière garde mieux les secrets que moi. Il leva brusquement les yeux. C'était donc la gouvernante, après tout. Mademoiselle Marple secoua la tête. Non, inspecteur, ce n'est pas une confession, c'est une absolution. Elle écrit comme une femme qui se pardonne pour l'acte de quelqu'un d'autre. La formulation est douce, presque protectrice. Craddock fronça les sourcils. Protectrice envers qui? Les yeux de mademoiselle Marple s'attardèrent sur la photo gondolée.
envers celui qu'elle estimait mériter d'être sauvé. Peut-être la seule personne qui lui avait témoigné de la compassion, il y a longtemps. Il l'observait attentivement. « Vous pensez que Madame Hill n'agissait pas seule? Je pense, dit-elle doucement, qu'elle agissait par loyauté envers la mauvaise personne. » L'horloge sur la cheminée tic-taquait régulièrement entre eux, le rythme du temps se refermant sur la vérité qui subsistait. Dehors, la pluie recommençait à tomber, fine et incessante, nettoyant les allées du jardin. Mademoiselle Marple se tourna vers la fenêtre, son reflet flou sur la vitre grise. « Inspecteur, dit-elle, je crois qu'il est temps que vous fouilliez à nouveau le canal. Mais pas pour trouver des corps, pour trouver ce que la culpabilité a été trop maladroite pour garder. » Il cligna des yeux. « Vous voulez dire quelque chose qui aurait été jeté? » « Oui, dit mademoiselle Marple, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Quelque chose qui pourrait refaire surface lorsque la marée de la conscience changera d'avis. » Le canal était encore plongé dans la lumière grise du petit matin, sa surface ressemblant à du verre terni. Un héron se tenait immobile près des roseaux, comme s'il attendait que le monde se confesse. Mademoiselle Marple se tenait à côté de l'inspecteur Craddock et des agents, ses gants légèrement serrés devant elle. L'air était imprégné d'une odeur de limon et de fer humide, un parfum qui semblait toujours accompagner la fin des choses. Barnes appela depuis le bord de l'eau. « Ici, monsieur, quelque chose est coincé sous la grille. » Les agents avancèrent dans l'eau et retirèrent un sac en cuir détrempé, du genre de ceux que les hommes utilisent pour transporter des documents. Quand ils l'ouvrirent sur les planches, de l'eau s'écoula, sombre et lente, révélant son contenu. Un portefeuille, 2 photographies, une broche de femme et une lettre pliée scellée avec de la cire décolorée. Craddock s'accroupit. « Le sac de Rendell, dit-il. Ses initiales sont à l'intérieur du rabat. Il avait donc bien apporté quelque chose qui valait la peine de tuer. » Miss Marple se pencha, le visage impassible. « Ou qui valait la peine de mourir, inspecteur. » Il ouvrit l'enveloppe avec son canif. Le papier à l'intérieur était taché, mais lisible. « À Madame E. Fenner. Si vous ne pouvez pas payer, je prendrai ce qui m'est dû. J'ai conservé des copies. M.Y. confirmera tout. » Il était signé T. Rendell. Craddock expira. C'était donc du chantage, comme nous le pensions. « Pas tout à fait, » dit doucement mademoiselle Marple. « Il parle de copies, au pluriel. Mais celle-ci se trouvait dans son sac, ce qui signifie que les originaux étaient ailleurs. » Craddock fronça les sourcils. « Chez Madame Hill ? Chez quelqu'un qui se considérait à la fois comme une victime et une gardienne, » dit-elle doucement. « Une combinaison dangereuse. » Ils se retournèrent pour Bassange pour partir, mais le policier les appela à nouveau. « Encore une chose, monsieur. Une petite boîte métallique coincée dans la serrure. » Il la sortit de l'eau. C'était une boîte à biscuits enveloppée dans une toile cirée. À l'intérieur, sous plusieurs couches de papier humide, se trouvaient des photos, des dizaines de photos, des visages, des signatures, un homme serrant la main d'un autre devant la porte d'une entreprise portant l'inscription « Fenner & Co. Division Exportation ». Mademoiselle Marple jeta un seul coup d'œil avant de se détourner. C'est donc avec cela qu'il la menaçait. La preuve d'une fraude, peut-être, ou d'une trahison. Mais aussi quelque chose de plus personnel. Une photographie recèle, toujours 2 vérités, inspecteur. Celle que nous montrons et celle que nous voulons cacher. Craddock examina les images d'un air sombre. Assez pour ruiner la réputation de son mari longtemps après sa mort. Si Rendell avait rendu cela public, elle aurait tout perdu. Pourtant, elle ne l'a pas tué, dit mademoiselle Marple. Elle a payé, elle a supplié, elle a brûlé sa honte, mais elle n'a pas frappé. Celui qui l'a frappé l'a fait pour une raison plus froide que la peur. Alors qui ? Mademoiselle Marple se tourna vers le pont. « Venez, inspecteur,
la réponse nous attend déjà au presbytère. Mademoiselle Calthorpe était là quand ils arrivèrent, assise dans le bureau du vicaire, les mains jointes sur ses genoux. Elle était venue, dit-elle, pour remettre les choses en ordre avant que les ragots ne finissent ce que la mort avait commencé. Sa voix tremblait, mais pas de remords. Oui, j'étais Margaret Yates. Je voulais me venger, je l'admets. Mais je ne l'ai pas touché. J'ai trouvé sa lettre à l'avocat et je l'ai détesté pour cela. Sa générosité n'était qu'une autre forme de pitié. Mais je ne l'ai jamais tué. Le regard de mademoiselle Marple était bienveillant, mais inflexible. Vous n'aviez pas besoin de le faire, ma chère. C'est là toute la tragédie. Vous aviez déjà fabriqué l'arme et l'aviez donnée à quelqu'un d'autre. La femme cligna des yeux. Je ne comprends pas. Craddock s'avança. Madame Hill, elle a avoué avant de s'enfuir. Elle a dit qu'elle vous avait aidé à remettre les choses en ordre. Miss Calthorpe perdit son sang-froid. Elle, oh non, elle avait promis de simplement lui faire peur, de la pousser à quitter St. Mary Mead. Elle avait dit qu'elle lui montrerait les photos, qu'elle lui dirait la vérité, rien de plus. Le ton de mademoiselle Marple était doux mais inexorable. Elle est allée plus loin, comme le font ces personnes lorsque la moralité devient personnelle. Elle a frappé Randall pour vous protéger, pensant qu'il avait l'intention de révéler ce que vous aviez partagé tous les deux. Et lorsque Madame Fenner a tenté de mettre fin au cycle en pardonnant, Madame Hill a cru qu'elle vous sauvait à nouveau, en faisant taire le seul témoin qui aurait pu vous absoudre. Craddock acquiesça d'un air sombre. Nous l'avons trouvée dans le premier train. Elle avait écrit une deuxième note. Elle disait qu'elle ne supportait plus le bruit de l'eau. Mademoiselle Calthorpe respirait de manière irrégulière. Alors c'est fini. Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. Non, ma chère, rien ne se termine jamais proprement quand la culpabilité est partagée. Vous êtes peut-être innocente de tout sang versé, mais pas de la blessure qui y a conduit. La femme se couvrit le visage. Je pensais que le temps atténuerait la douleur. Le temps, dit mademoiselle Marple, ne nous apprend qu'à mieux cacher les choses. Elle se leva en lissant sa jupe. Inspecteur, puis-je vous suggérer de la laisser se reposer ici, cette nuit? Il n'y a rien de plus dangereux que le désespoir qui vient de perdre son but. Craddock acquiesça. Nous la garderons à l'œil. Je doute que les tribunaux considèrent cela comme un meurtre, tout au plus comme un homicide involontaire. Mais je préfère laisser sa conscience achever le travail. Ce soir-là, le village retrouva son rythme habituel. Les fenêtres brillaient derrière les rideaux, les bouilloires sifflaient et les commérages redevinrent une source de réconfort. Madame Price Ridley raconta à tout le monde que le Seigneur avait mis St. Mary Mead à l'épreuve et l'avait trouvée moralement irréprochable. Tandis que Madame Bantry confia que Mademoiselle Marple l'avait su dès le début, bien sûr. Mademoiselle Marple, assise près de la cheminée, écouta la pluie recommencer à tomber. Elle repensa à la lettre de Madame Hill, au bleuet pressé, aux 2 rubans, bleu et gris, tous ces symboles de secret que la vie ordinaire rendait respectables. Les apparences avaient encore une fois triomphé, songea-t-elle, même si la vérité avait au moins pu être murmurée. L'horloge de l'église sonna 9 heures. Le son était doux, presque apologétique. Miss Marple posa son tricot et alla tirer les rideaux. Dehors, le jardin scintillait faiblement sous la lumière des lampadaires. Quelque part au-delà de la haie, l'eau ruisselait des champs, retrouvant inévitablement son chemin vers le canal. Elle resta debout un long moment, à écouter. Le village dormait, sa paix rétablie par l'habitude plus que par l'harmonie. Les morts étaient désormais tranquilles, les coupables dispersés, les vivants avaient repris leur rituel en toute sécurité. Mais elle savait mieux que quiconque que le mal ne disparaissait que rarement. Il changeait simplement de maison. Un léger mouvement attira son attention. Une silhouette passait derrière la haie, petite,
et solitaire. Peut-être un promeneur tardif, peut-être seulement son imagination. Elle regarda jusqu'à ce que la silhouette disparaisse dans la brume. Puis elle baissa la lampe et sourit faiblement, un mélange de tristesse et de reconnaissance. La respectabilité, pensa-t-elle, était le déguisement le plus parfait qui soit.